j'imagine que vous connaissez tous Sheryl Sandberg, directrice générale de Google, 20 millions d'euros par an. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas raté l'opportunité de l'innovation en tant que femme. Voilà, aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. L'innovation, une opportunité à ne pas rater, c'est le titre de cette conférence. Et la question du jour, c'est est-ce que l'innovation est un nom féminin? Alors, la première question que moi, je me posais, c'était de savoir quelle assistance on allait avoir. Et forcément, bravo messieurs, mais on a une assistance essentiellement constituée de femmes. Le plateau, lui, est un peu plus équilibré, on est deux hommes. Et si vous permettez, je vais commencer par vous présenter le premier homme. Il s'appelle Jean-François Garot. Il est développeur, consultant chez la société SQLI et cofondateur de Google Developer Group, ici, entre autres choses. Et Jean-François a également créé une association qui s'appelle WIT, Women in Technology, dont on parlera tout à l'heure. Samantha Gerusalmi, elle est Investment Manager chez Elia Partners, donc elle s'occupe de levée de fonds. Elle siège au board de plusieurs entreprises, Carnet de Mode, 1001 Menus, Ripley, Cook Angel. Et elle est co-directrice de l'association Girls in Tech à Paris. Najed Fellache a aussi créé une association, mais cette fois-ci à Nantes, et ça s'appelle Women at Nantes, et elle est dirigeante et cofondatrice de SpeechMe, une start-up qui propose des solutions web et qui permet la création et la diffusion de formations. Et enfin, Isabelle Simon, qui est déléguée régionale pour SFR, une société qu'on connaît tous et qui est pas mal connectée dans le digital. Donc voilà le plateau pour aborder cette première question. Alors, vous le savez, en France, il y a 30% de créatrices d'entreprises seulement, et on considère que dans le domaine du digital, il n'y a seulement que 10% de créatrices d'entreprises, même 5% d'après les plus pessimistes, puisque je suis tombé sur les deux chiffres. Alors la première question que j'ai envie de vous poser à chacun, c'est est-ce que vous, dans votre activité au quotidien, vous faites vraiment le constat qu'il y a moins de femmes dans ce secteur ou qu'il n'y a pas de femmes dans ce secteur? Jean-François, allez. Je vais commencer du coup. Oui, moi de toute façon je suis plus positionné sur l'aspect développement et les chiffres sont sensiblement les mêmes. On parle souvent de femmes dans le numérique de 20% à peu près. Je ressens la même chose que pour les créatrices. Au niveau des développeuses, on est plus sur du 5 à 10%. Donc aujourd'hui dans mon équipe, il n'y a aucune femme. Donc, et vous êtes combien? On est une équipe de 10. Isabelle, Simon, dans un groupe comme SFR, c'est quoi la proportion entre les hommes et les femmes? Alors c'est vrai que moi je m'attendais à ce que ce soit quand même plus équilibré naturellement dans ce secteur-là, parce que c'est un secteur plus jeune déjà tout simplement, parce que donc ayant eu moins le temps quand même de se figer ou d'hériter d'inégalités un petit peu historiques. Et c'est pas si évident que ça, parce que dans une entreprise comme SFR qui a 20 ans, alors on s'aperçoit qu'au global, en termes d'emploi, c'est 40-60, 40% de femmes, 60% d'hommes. Mais dès qu'on creuse un peu plus et qu'on va par exemple sur les populations cadres, on est à 30-70. Et si on creuse un peu plus et qu'on va sur les populations plus tech, entre guillemets, on tombe à 20-80. Donc l'inégalité, elle est là aussi. Et il y a pourtant un certain nombre de programmes depuis, je dirais depuis 2003, très forts de discrimination positive pour faire changer ça, avec quelques succès. Mais, on en reparlera tout à l'heure de ces programmes et de la question de savoir si ils doivent être développés. Samantha, dans votre domaine à vous, que vous pouvez peut-être un peu décrire, qui est le domaine de la levée de fonds, du financement. Alors, on est dans le milieu de la finance, donc a priori pas beaucoup de femmes, ou peu de femmes. C'est vrai que dans le fonds d'investissement dans lequel je travaille, qui s'appelle Elia Partners, on a la chance d'être 3 investisseuses sur 6 investisseurs, donc on a à vraie parité égale entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est anecdotique et que c'est juste chez Elia où ces hommes sont un peu ouverts? Non, pas forcément. On se rend compte que dans pas mal de fonds d'investissement qui investissent dans les sociétés numériques, les startups numériques dont plusieurs sont représentées aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes. Je crois qu'il y a dans certains panels hier, on peut citer Mouniarka qui travaille chez Schibsted qui fait aussi de l'investissement, Audrey Soussan qui travaille chez Ventec qui fait de l'investissement avec Claire Houry. Donc on n'est pas à parité égale. C'est vrai que chez Elia, ça paraît un petit peu... on nous dit que c'est le fonds féminin de la place. Désolé messieurs. Mais non, il s'avère qu'il y a quelques femmes. Et justement, je pense que
L'idée aussi, alors moi je travaille, mon vrai métier c'est d'être investisseur au quotidien, et effectivement je travaille chez Elia Partners qui investit dans les sociétés numériques. Pour en citer quelques-unes, on a fait quelques beaux investissements comme Criteo, comme Sigfox, que vous avez sûrement entendu parler. Et sinon, par ailleurs, effectivement, j'ai cofondé avec Mounia, Roxane et Audrey une association qui s'appelle Girls in Tech, et qui se veut être la filiale française ou parisienne d'une association américaine qui a été créée il y a quelques années à New York, et qui veut promouvoir les femmes qui sont déjà dans l'écosystème, parce qu'effectivement, il y en a déjà des femmes dans l'écosystème, et on pense qu'il faut créer des vocations, il faut créer des modèles, et que ces modèles existent déjà, il faut juste les mettre en avant, qu'elles ont du mal à se mettre en avant. Je pense qu'on est un peu responsable aussi. On a du mal à se mettre en avant, et du coup, nous, notre métier sur Girls in Tech, c'est de mettre en avant ces femmes-là. Alors ça, c'est un refrain que j'entends régulièrement, que les femmes seraient plus modestes, qu'elles auraient plus de difficultés à se mettre en avant, qu'elles auraient aussi des problématiques de confiance en elles. Est-ce que c'est pas un stéréotype, c'est inversé pour le coup? Non, je pense qu'on en fait un peu un stéréotype, parce qu'effectivement, une femme, c'est un peu plus timide, c'est un peu plus... Voilà, ça, c'est les grandes généralités qu'on entend. Je pense que je vais parler des femmes sur ce panel, excusez-moi. Je pense qu'on a confiance en nous et qu'on se sent bien dans ce qu'on fait, et on se sent complètement légitime, donc il n'y a pas de sujet. Donc effectivement, c'est des stéréotypes complètement. Là où je dis on est un peu responsable, c'est vrai qu'on on a moins, voilà, on est un peu moins grande gueule, quoi. Mais il y en a quelques-unes, il y en a quelques-unes qui le sont bien. Et je pense à Lisa Guri, par exemple, de The Family, qui a une jolie grande gueule, et on a besoin de grandes gueules comme ça. Oui, il y a une formule qui a remporté un certain succès. Je ne sais plus quelle est la femme d'entreprise qui l'a révélée, mais en gros, vous avez plus facilement ce que vous demandez que ce que vous méritez. C'est un peu ça. Donc c'est la première leçon du jour, c'est ça. Bon, est-ce que le constat, je commence par une photographie, on en termine, est-ce que le constat est le même à Nantes dans le domaine du numérique, Najette, et la proportion des femmes par rapport aux hommes, ça va peut-être être un peu compliqué d'en donner un chiffre statistique, mais un ordre de grandeur? Déjà, alors moi j'ai un double parcours. Donc, avant de créer ma boîte, j'étais aussi dans le monde des sociétés de conseil en informatique. Et très rapidement, j'ai vu effectivement que le nombre de femmes était, comme tu l'as dit, plutôt de 2 sur 10, malheureusement. Et quand j'ai créé en fait SpeechMe à Nantes, le constat a été le même. Pas assez de femmes. Un peu plus, néanmoins, un peu plus de femmes se lancent dans le numérique et dans l'entrepreneuriat. Mais finalement pas assez à mon goût. Alors quand on a créé Women at Nantes, on était quand même étonnés du nombre de femmes qui apparaissaient à chaque atelier qu'on faisait chaque mois. De nouvelles personnes, c'est un flux qui est extrêmement important. Comme les escargots partant de pluie, il suffit d'organiser un contexte favorable pour que finalement on voit sortir des gens, on ne sait pas où. Je trouve que entre celles qui souhaitent entreprendre dans le numérique et celles qui le sont déjà, effectivement, peut-être qu'on ne les connaît pas, mais elles sont là, vraiment. Donc, c'est un nombre qui est en croissance, je pense vraiment. On va chercher peut-être à découvrir quel type de fonction elles occupent quand elles sont présentes. Jean-François, dans le domaine de la technologie, de la technique pure, j'imagine assez peu. Alors en fait, c'est vrai que dans la technique, on est plus sur des profils de, on va dire, c'est assistance de maîtrise d'ouvrage, chef de projet. Ce qui revient régulièrement, c'est le côté plus empathique de la femme, qui fait qu'on a tendance à les mettre dans ces positions-là, en se disant, comme elles sont plus empathiques, elles vont mieux gérer les équipes d'hommes, elles vont avoir un petit peu plus ce rôle de mère, entre guillemets, et c'est bien dommage, en fait. En fait, en discutant, c'est vrai que ça fait rire comme ça, mais c'est en discutant justement avec les femmes du groupe. Non, mais c'est un constat, c'est un constat. Et elles étaient amenées, en fait, on leur disait souvent, tiens, va plutôt chef de projet, va plutôt dans ce sens-là, qu'être développeuse ou qu'être architecte. J'ai une amie qui a monté les Duchesses à Nantes, qui s'appelle Claude Falguer, qui elle est architecte technique. Architecte technique, c'est un poste à haute responsabilité dans le développement, dans les responsabilités techniques, et en plus, elle n'a pas de chance, elle s'appelle Claude. Et très souvent, les gens, quand ils ont affaire à elle, en fait, du coup, ils sont pas forcément agréablement surpris, parce qu'ils s'attendent à voir un homme, Claude Falguer, et en fait, à chaque fois, ils voient arriver une femme, puis
il se tourne vers le commercial en disant bon alors Il lui demande un café, c'est allons-y, ça ouais, c'est presque ça. Alors, Samantha, je vous ai vu réagir. Non, c'est juste qu'on est en train de parler de elle, ça, on a un peu, j'ai l'impression qu'on parle d'une case, une catégorie de la population un peu à part Ça entière. s'appelle les femmes et c'est le sujet Oui, du non, jour. d'accord. Mais bon, ça nous viendrait pas à l'idée de parler des hommes en disant voilà, ils font ci, ils font ça, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Donc c'est vrai que méfiez-vous, parce que là, je suis pas d'accord avec vous, si vous permettez. J'ai lu un tas de trucs et je suis connecté à des réseaux. Et les hommes, il y a également un tas de stéréotypes qui traînent sur eux. On dit par exemple dans le domaine financier que vous connaissez bien que la testostérone, elle n'est pas favorable parce qu'elle fait prendre trop de risques. Il y a des études réelles qui démontrent que les femmes ont depuis 2009 un taux de résultat supérieur aux hommes. Les hommes, je crois que c'est moins de 2% de rentabilité. Les femmes, c'est 9% qui sont à la tête d'organismes financiers. Et on dit que c'est à cause de la testostérone des hommes. Vous voyez, c'est un stéréotype inversé. Ah oui, c'est vrai qu'à entendre, c'est rigolo. Mais après, voilà, on est 3 femmes, on ne se sentait pas super à l'aise quand vous parliez de nous, un peu à la 3e personne, mais je pense qu'il faut vraiment arrêter avec les stéréotypes et c'est un peu franco-français. Pour avoir vécu un peu aux États-Unis, à aucun moment ils se posent la question de ils, elles, qui ils sont, comment ils sont et voilà. Donc il y a un vrai sujet franco-français et ça commence, je pense, à la petite enfance. Et ça continue après dans les études supérieures et évidemment dans les jobs par ailleurs. Mais j'ai cherché une machine à laver pour mon petit neveu parce qu'il adore les machines à laver. J'en ai pas trouvé bleu. Il y a des machines à laver roses. Donc à un moment il y a juste un problème culturel. Un garçon peut faire la machine à laver et une fille peut jouer aux voitures et c'est pas incompatible. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, pour peu qu'on me demande mon avis, mais j'ai pas entendu Jean-François dire qu'il mettait dans des cases. Non. Il a simplement fait un constat. Oui, non, moi je m'appuie sur des études de sources com, des choses qui montraient que globalement entre les sexes, on a des... Faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Non, vas-y. Faut pas être trop prudent, sinon on s'en sort pas. On a entre guillemets des prédispositions sur des comportements. Donc, moi aussi, je lutte contre les stéréotypes. Je suis informaticien, je suis pas gros, je n'ai pas plein de boutons. Les cheveux longs avec... Ouais. Et je mange pas de la pizza tous les soirs, voilà. Donc on est tous d'accord que les stéréotypes, ils nous ont fait plus de mal que il y a un autre point que peut-être involontairement tu as souligné aussi dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire on a plutôt tendance à les mettre. Donc en fait, le fait qu'elles soient sous-représentées aussi sur les populations managériales fait que les hommes y soient plus représentés, fait qu'on a tendance, comme tu dis, à projeter l'angle de vue masculin et donc les stéréotypes qui sont projetés sur les femmes et à les reproduire peut-être. Ça accentue les choses. Alors, après ça, objectivement, alors c'est certainement lié aux stéréotypes. On constate par exemple dans les écoles d'ingénieurs que les femmes sont sous-représentées au niveau de la formation. Après, on ne peut pas s'étonner que du coup, on ait des difficultés de recrutement. Alors, je ne sais pas si vous êtes recruteurs, recruteuses les uns les autres, mais quel type de profil vous recherchez et quels sont ceux sur lesquels vous avez vraiment des difficultés à trouver des profils féminins? Est-ce que je recrute en fonction de savoir si c'est une femme ou un homme? C'est pas un critère en fait. Là-dessus, moi, je recherche la compétence en fait, tout simplement, la personnalité. Donc non, c'est pas. Je me dis pas, il me faut. Enfin. Avoir des femmes dans l'équipe, c'est toujours mieux. Au début, j'ai démarré ma start-up, je n'avais que des hommes. J'étais la seule. Et depuis que des filles m'ont rejoint, on sent qu'il y a une autre ambiance, il y a un esprit d'équipe un peu différent, beaucoup plus... d'empathie. Voilà. Je taquine. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis contre de dire il me faut absolument des femmes. Voilà. Comment? Il m'énerve, monsieur. Ah bah, je suis là pour ça. D'accord. Moi, j'étais dans une école de filles, je vous assure que ce n'était pas du tout empathique. Ça veut pas dire que c'est ce que je pense, moi. Non, bien sûr. Mais moi, l'empathie, je ne l'ai pas vue du tout. Hein. Je ne l'ai pas vue du tout. Au contraire, c'était très compète. On se regardait beaucoup. Elles se regardent beaucoup plus que les hommes. Non. Il n'y avait pas d'empathie entre nous. Aucune. Je pense que chez nous, quand même, on s'aperçoit que si on ne fait pas une espèce de discrimination positive, dans certaines catégories d'emploi, on n'arrive pas à faire bouger les choses réellement. Donc du coup, c'est ce qui est appliqué
concrètement à la direction du réseau, dans les populations de chefs de projet. C'est-à-dire qu'à compétences égales, parce que vous ne pouvez pas avoir 10% de femmes et 90%, enfin, du moins, l'équipe elle est moins performante tout simplement parce qu'elle est moins diverse, elle est moins mixte, et elle reflète moins l'ensemble des préoccupations et des sensibilités. Donc à compétences égales, on aura tendance à recruter plus la femme que l'homme sur certains postes pour rétablir un petit peu un mix qui est juste le mix qu'on a dans la société, quoi. Ça, c'est une question intéressante que celle de la discrimination positive. En faut-il et à quoi elle ressemble? Alors, par exemple, chez SFR, dans d'autres entreprises, Orange, pour ne pas la citer, c'est un concurrent, pardon, mais la SNCF, etc., il y a des actions de mentoring qui sont conduites pour détecter assez tôt, généralement à qualité égale plus jeunes chez les profils féminins, des profils à fort niveau de compétence et les accompagner pour prendre des postes de direction. Est-ce que chez vous, il y a des actions de ce type? Oui, il y a à la fois des actions de pédagogie très très en amont, au sein, plein d'entreprises y participent, hein, c'est des programmes nationaux, souvent au sein des collèges, au sein des lycées. Et après, il y a des actions un peu plus particulières de lien avec les écoles d'ingénieurs, par exemple, et des systèmes de marrainage, des systèmes de mentoring. On invite les élèves ingénieurs à venir dans l'entreprise. Elles ont un processus de recrutement un petit peu spécifique, parce qu'on a juste besoin d'avoir un peu plus de candidatures féminines pour avoir une meilleure mixité. Oui, alors il y a des chiffres qui parlent. Hein. On a plus de facilité à trouver un PDG endogène, c'est-à-dire à faire monter un N+2, un N+3 à une place de N+1 dans une boîte, que des femmes, que généralement on va rechercher à l'extérieur. 35% des postes de PDG qui concernent des profils féminins sont recrutés à l'extérieur, alors que simplement 22% chez les hommes. Donc là, c'est un chiffre qui concrètement montre qu'on a du mal à faire monter depuis l'interne des femmes à des postes de responsabilité. Mais si je reviens là-dessus, la discrimination positive, donc chez nous, du coup, c'est au recrutement et c'est dans les promotions aussi. Si je vous disais, je vais faire hurler les hommes, mais 60% des promotions de l'année, on se fixe qu'à peu près 60% des promotions de l'année doivent être des femmes chez SFR, et contre 40% des hommes. Enfin, parce que autrement, on n'arrive pas à faire changer les stats. Et malgré ça, ça évolue tranquillement. Mais Samantha, ça vous inspire quoi, ça? Non, mais moi, ça m'interpelle parce que moi, je suis dans un monde très financier et effectivement, il y a énormément d'hommes, mais on n'a pas eu besoin de faire de la discrimination positive pour entrer chez Elaya ou pour entrer dans d'autres sociétés de capital risque. Donc j'ai du mal à comprendre. Alors j'en profite de cette discrimination positive, hein, c'est très bien. Quand on a invité pour parler des femmes, c'est super. Mais je ne comprends pas en quoi il faut faire de la discrimination positive. À partir du moment où c'est un profil qui est compétent, que ce soit un homme ou une femme, je suis assez d'accord avec toi. Peu importe, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui fait qu'avant, il y avait moins de femmes et qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes parce qu'effectivement, il y a de la discrimination positive? Il y a peut-être un problème de compétences et je ne veux pas généraliser parce que je ne dis pas que les femmes sont incompétentes, bien au contraire, mais qu'est-ce qui fait qu'avant, vous aviez moins de femmes et aujourd'hui, vous en avez plus parce qu'effectivement, vous avez fait cette démarche-là? Je pense qu'il y a aussi un problème, vous le disiez tout à l'heure, du côté des femmes. C'est-à-dire que le fait de savoir que c'est possible et de voir de plus en plus d'exemples et de promotions se réaliser dans ce sens, il y a plus de mains qui se lèvent, tout simplement, alors qu'elles ne se levaient pas forcément avant. Oui, mais cette volonté de vouloir inverser la tendance et d'avoir 60-40, c'est ça qui m'interpelle. C'est pas tant de faire la discrimination positive et de les accueillir chez vous comme nous on fait chez Girls in Tech en disant nous dans nos panels il faut des femmes parce qu'effectivement il faut montrer des modèles. Ouais. C'est plus ce que vous vous posez comme condition, il faut qu'il y en ait plus que des hommes. C'est un peu... si vous le faites pas, là maintenant ça fait 10 ans qu'il y a des programmes, des accords qui se succèdent, des chartes qui s'écrivent, etc. Et malgré cette discrimination positive, on est quand même encore à 70% de managers masculins et 30% de managers féminins. Il y a par exemple dans les entreprises du CAC 40 et même dans les 120 plus grandes entreprises françaises, aucune dirigeante. C'est un des rares pays occidentaux. On peut faire le même parallèle avec les jeunes. Il y a très peu de jeunes. Alors c'est peut-être un peu plus logique pour occuper un poste de PDG du CAC 40 quand même. Oui, d'accord. Je sais bien qu'il y a quelques Sonnenberg, etc., qui sont jeunes. Voilà, il y a d'autres modèles, que ce soit d'Europe du Nord ou aux États-Unis, où
où a priori, ok, l'expérience et l'âge font qu'on peut accéder à des postes de direction un peu plus tard, voilà. Mais on en a des exemples. Donc je pense que le parallèle, il peut être fait aussi chez les jeunes. On a beaucoup entendu parler. Il y a beaucoup moins de jeunes dans les sociétés du CAC 40, beaucoup plus dans les sociétés numériques, etc. Donc on peut faire ce parallèle avec plein de catégories de la population, et je pense qu'on peut en trouver plein. Il y a un moment, c'est juste est-ce qu'on est compétent pour le poste ou pas. Oui, mais prenez un micro, c'est plus facile, puis c'est bien quand il y a des mais il faut pouvoir échanges. l'occuper, le poste, pour savoir si, pour essayer et puis voir que il faut le prendre et il faut qu'on vous laisse le prendre. Mais les deux, ouais, il faut le prendre aussi beaucoup. Il s'agit finalement d'actions de formation peut-être plus intenses. Je serais plus pour dire on va allouer, par exemple, dans un grand groupe tel que le vôtre, des actions de formation vis-à-vis peut-être de la population femme pour les faire monter en compétences ou valoriser les femmes pour donner envie d'y aller, qu'effectivement des quotas, parce qu'on rentre vite dans cette espèce de catégorie qui peut être très vite... Il y a une espèce de sous-estimation, finalement. Alors, est-ce que ce n'est pas un préjugé, ça ? Prenons des exemples dans le domaine de la politique, par exemple. Alors peut-être on est arrivé à des niveaux où on frise l'aberration du 50-50, mais dans les conseils d'administration, on fait le constat que dans les conseils d'administration des sociétés cotées, il n'y a pas de femmes. Donc on met des quotas pour qu'il y ait au moins 20% de femmes en septembre 2014, là, et puis au moins 40% de femmes en 2017. Alors vous, la financière, qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Non, mais c'est marrant parce qu'on commence à être sollicité pour être à des conseils d'administration et en fait, ils ne regardent même pas notre légitimité et savoir ce qu'on a à peu près dans le cerveau. C'est vraiment, il nous faut une femme, donc on va voir une femme pas trop conne dans l'économie numérique. Et du coup, on va aller chercher pour qu'elle siège au conseil d'administration parce qu'on a des quotas. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut mettre en place des modèles, etc. Mais aujourd'hui, on a un historique qui est hyper lourd en termes de discrimination. En fait, c'est pour ça que cette discrimination positive, je ne suis pas pour, mais je pense qu'elle est nécessaire en ce moment, parce que nous, pays occidentaux, on est hyper en retard par rapport à d'autres pays. Je suis tout à fait d'accord, mais il faut prendre le problème à la source. Et il ne faut pas téléporter des gens à des positions, alors qu'elles soient légitimes ou pas. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas légitimes, au contraire, je pense que... Mais il faut prendre le problème à la source. Et enfin, je répète, nous, notre métier sur Girls in Tech, c'est de montrer les modèles et de susciter des vocations. Alors, si ça ne suscite pas de vocation, c'est juste qu'elles n'étaient pas faites pour ça, point. Si ça suscite des vocations, c'est qu'elles ont envie. Et puis voilà, moi, on m'a dit, tu feras du marketing ou du conseil en strat ou en organisation, mais surtout pas de la finance. Et surtout pas, tu travailleras surtout pas en private equity, en capital risque. Et en plus, tu n'as pas fait HEC ou Polytechnique. Enfin, les stéréotypes, on les trouve partout. Bien sûr. Je suis d'accord, mais c'est pareil, tu vois, là, c'est pareil que nous sur les 8. C'est pour ça aussi qu'on anime des ateliers pour les enfants, pour s'y prendre plus tôt. Aujourd'hui, je constate qu'il y a moins de femmes. Donc, je mets en place, on va faire des événements pour mettre en avant des femmes. Ok, ça c'est les actions du présent. Et puis il y a les actions du futur, qui sont ce qu'on fait avec les Devox for Kids. Mais il y a le problème présent, il y a quand même malheureusement une solution qui est certes décriée, qui est la discrimination positive, mais qui est quand même utile. Je pense qu'il ne faut pas miser tout là-dessus, et au contraire miser sur les actions du futur, mais aujourd'hui, dans le présent, il faut la mettre en place, quoi. C'est quoi la différence, peut-être Samantha encore, entre les actions de discrimination positive qu'on est en train d'évoquer avec les quotas, par exemple, il peut y en avoir d'autres, et des actions de valorisation, en particulier celles que vous conduisez dans le cadre de vos associations, les uns et les autres, là. C'est quoi la différence entre discrimination et valorisation? Je suis d'accord que la limite est un peu ténue, mais encore une fois, nous, on fait de la discrimination positive en ce sens où on dit dans nos panels, il nous faut des femmes. Donc ça, c'est de la discrimination positive, effectivement. Dans le jury, enfin dans l'audience, il peut y avoir des hommes ou des femmes. D'ailleurs, aux États-Unis, ça commence à être des endroits de speed dating. C'est très rigolo parce que les hommes savent qu'ils vont voir plein de femmes, ils sont tout investissés, bref. Alors, je peux faire une parenthèse là, parce que à propos, il y avait aujourd'hui à la Startup Contest, il se trouve que j'ai croisé quelqu'un que je connaissais à qui je demandais de ses nouvelles, et ça s'appelle Bisensory, la baseline c'est Liser et vibrer, et c'est la lecture de livres connectés à des sextoys. Et apparemment, ils sont en finale. Parenthèse faite, merci beaucoup.
C'est bien de rebondir là-dessus, c'est chouette. C'est parce que vous avez dit. C'est parce que vous avez dit émoustillé. Ouais, Fallait pas me lancer. Je comprends, mais il y a une sémantique qu'il ne faut pas utiliser. Voilà. Donc valorisation, on fait de la discrimination positive et on fait de la valorisation en ce sens où on met en avant ces femmes-là. Des femmes qui n'auraient pas pris la parole, des femmes qui sont un peu dans l'ombre, qui se mettent volontairement dans l'ombre ou pas, ou on les met dans l'ombre. C'est pas trop le sujet, c'est juste qu'on veut les mettre en avant. Et on se rend compte effectivement, et on en a parlé un petit peu plus tôt, nous par exemple, on conduit on marche un peu sur vos plates-bandes, mais on fait des cours de code gratuits avec Microsoft, avec Le Wagon, qui est une société qui offre des cours de code à destination de tout un chacun. Et on a fait des Special Girls, et effectivement, là où sur une classe de 30 personnes, comme disait Le Wagon, une classe de 30 personnes, il avait 2 femmes, et c'est pour ça qu'il est venu voir Girls in Tech, pour essayer de promouvoir ses offres auprès des femmes. Donc il en avait que 2, il me disait, je comprends pas, on n'arrive pas à targeter des femmes, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc on lui a proposé de faire des cours, on a fait 5 cours, donc 100 places. Les places sont parties en 30 minutes. Alors effectivement, elles se sentent mieux, elles sont entre elles, on peut inventer. Ça me perturbe un peu, mais il doit avoir un peu de ça là-dedans. Mais effectivement, on fait un peu de discrimination positive, mais notre rôle, c'est de montrer toutes ces femmes-là, de dire ce qu'elles font. Elles sont expertes, comme vous pouvez être expert sur un sujet, et de les mettre en avant, qu'elles parlent de leur expertise. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis. Je dirais pas qu'on fait forcément de la discrimination positive, parce que donc là, moi, j'ai mon étiquette WID aujourd'hui, mais j'ai aussi mon étiquette GDG qui est sur le Google Developer Group, où on se rend pas compte, mais le problème est le même au final pour les hommes. Quand tu regardes le nombre de personnes qui sont dans l'informatique, qui vont pitcher, c'est très très peu. Donc on ne sait pas pour autant que quand je suis dans le GDG, on me dit que je fais de la discrimination positive de speaker. Enfin, pour moi, je ne considère pas que je fais de la discrimination positive. Je me suis juste focusé sur pour les 8 par exemple, je me focus juste sur une population. Tout comme le GDG Nantes, je me focus sur les speakers qui vont parler autour des techno Google. Tu vois, voilà, ça sert à quoi les réseaux féminins, en particulier dans le domaine du web qui est particulièrement bien pourvu, puisque Girls in Tech, on en a parlé, il y a Girls in Web, il y a les leaders du web, et je vous épargne la liste, mais il y a une vraie farandole de réseaux comme dans peu de secteurs d'activité. Alors, à quoi ça sert et pourquoi y en a-t-il autant dans ce domaine-là ? Alors pour raconter l'histoire de Women at Nantes, en fait, on s'est rencontrés avec 2 autres entrepreneuses de manière hyper informelle, où on commençait à échanger un peu nos bonnes pratiques. Certaines étaient plus avancées que d'autres, etc. Donc ça a un peu commencé comme ça. Et puis très vite, en fait, ces réunions un peu informelles ont agrégé du monde. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin fort. Et je reviendrai avec ce que tu disais tout à l'heure. Il y a ce besoin de peut-être où c'est plus facile, le contact est déjà plus facile entre femmes. J'ai aussi du mal à l'expliquer avec des faits, mais en échangeant avec plusieurs filles de Women at Nantes, c'est le cas. Il y a plus de facilité. Donc l'envie d'échanger des bonnes pratiques. Après, nous, par rapport aux réseaux qui existent aujourd'hui, qui sont finalement très parisiens, il y avait une envie d'avoir une asso locale avec des personnes sur la place nantaise. Et pourquoi une asso de femmes dans le numérique spécifiquement ? Le numérique est un métier à part entière qui bouge beaucoup. L'entrepreneuriat dans le numérique n'est pas la même chose que l'entrepreneuriat dans un autre domaine. Et pour le coup, il y a un besoin de partage d'informations, de sensibilisation, de formation de manière extrêmement continue. Donc, si je devais résumer, ce sont vraiment les trois axes. Et alors, on prétend que le milieu du numérique est plutôt un milieu accueillant pour les femmes. En particulier, il y a des postes de direction. Alors, il y a deux axes. Il y a plus de femmes dirigeantes dans le domaine du numérique qu'il y en a dans l'économie, alors comment vais-je dire, générale ou normale. Alors, 2 fois plus même. Ça veut dire qu'il y a 1,4% de femmes dirigeantes dans l'économie normale. Je vous laisse faire et 3,2% de dirigeantes dans le domaine du numérique. Ce qui vaut des articles sur le numérique fait la belle place aux femmes. C'est assez drôle. Mais malgré tout, il y a un peu plus de femmes dans le numérique. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est qu'on considère que le numérique est mieux adapté peut-être
à ce qu'on considère, peut-être est-ce un stéréotype, à l'organisation des femmes. Ça veut dire qu'avec le numérique, on peut plus facilement gérer son emploi du temps, on peut plus facilement se connecter à des réseaux, en particulier via les réseaux sociaux qu'à des réseaux présentiels, etc. Est-ce que ça, vous en faites le constat? Que le numérique serait un milieu mieux adapté pour ces deux raisons-là? Bon, un fait, créer une boîte dans le numérique, il faut une ligne Internet, un ordinateur. Déjà, on peut démarrer avec très peu de moyens. Donc ça facilite. Je pense qu'effectivement, dans les faits, hein, ce que je vois, il y a une vision de départ de dire bon, bah, je vais créer ma petite start-up web, je vais pouvoir le faire de chez moi, gérer ma vie perso, etc. Sauf que dans les faits, quand on monte une vraie boîte, c'est pas vrai. Mais tant mieux si ça facilite, si cette idée fait que les gens passent le pas et y vont et permettent finalement parce qu'on a tendance toujours à se mettre des barrières en fait dans la création d'entreprises. Et pour le coup, le numérique peut permettre de passer le cap. Et il y en a dans la SO là que je vois dans la salle qui le gère extrêmement bien, cet équilibre entre vie perso, vie pro et en ayant des très belles boîtes. Donc c'est possible. Est-ce qu'on est capable de faire une photographie sur le profil d'entrepreneuse? Est-ce que, alors encore une fois, pour surfer sur les clichés, est-ce que les sociétés créées par les hommes sont plus sur un domaine technologique? Et est-ce que les sociétés créées par les femmes sont plus sur un domaine d'usage, par exemple? Samantha, dans les projets que vous voyez défiler chez vous. Je vais vous prendre des faits des sociétés dans lesquelles on a investi, sur une trentaine de sociétés dans lesquelles on a investi, on a 4 femmes dans l'équipe fondatrice. Une société très très tech qui s'appelle MobiRider, cofondée par un homme et une femme, et 3 sociétés plus innovation d'usage versus innovation technologique, effectivement. Comme on les retrouve peu dans les métiers ingénieurs, on les trouve peu dans les écoles d'ingénieurs et après dans les fonctions développeurs, effectivement, c'est un peu moins tech, c'est un peu plus low-tech. Voilà. Après, récemment, j'ai rencontré une CTO qui est en plus une CTO d'une société qui s'appelle OneCube, qui est invitée à peu près à tous les colloques, parce que ça doit être la seule CTO qui existe, d'une start-up un peu tech. Du coup, elle est invitée partout. C'est de la discrimination positive, je crois. Mais effectivement, elles sont plus sur des plaies d'innovation d'usage versus des plaies d'innovation technique. Alors peut-être qu'il est un peu tôt pour dégager des tendances, et puis vous êtes tous jeunes, mais est-ce qu'on sent une évolution dans ce domaine-là ou pas encore? Je crois que statistiquement, en tout cas sur la partie ingénieur, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'elles sont encore que 17% dans les écoles d'ingénieurs, mais maintenant, il y a 50% d'entre elles qui sont dans les filières scientifiques au lycée avant, ce qui n'était pas le cas. Donc on peut imaginer que ce trend-là se poursuive un peu. Et j'ai pas de chiffres, mais je pense que on est vraiment focalisé dans l'économie numérique d'un point de vue investissement. Je pense que dans les biotech, dans les medtech, elles sont beaucoup plus nombreuses, parce qu'on les retrouve plus dans des doctorats en biologie, en physique, et pour celles qui entreprennent par ailleurs, en tout cas pour ceux et celles, parce que c'est vrai que passer de la recherche à l'entrepreneuriat, c'est compliqué, mais en tout cas, il y en a peu qui le font, mais je pense qu'elles sont plus nombreuses dans les biotechnologies, les medtech ou les cleantech que dans le numérique. Alors, est-ce qu'il y a un regard particulier, par exemple, quand on est investisseur, sur le sexe du porteur du dossier? Et autrement dit, ça je l'ai lu aussi, en tout cas comme une question qui se posait, est-ce qu'on prête plus facilement à des hommes qu'à des femmes? Il paraît que dans les faits, effectivement, on prête plus à des hommes qu'à des femmes. Moi je vous ai donné les chiffres, donc il y a un moment, mais on n'a pas... C'est aussi, je pense qu'on doit avoir le même ratio en nombre de dossiers envoyés par des femmes versus envoyés par des hommes. Donc à un moment, je ne peux pas aller les chercher non plus et créer la société à leur place si elles n'ont pas envie de le faire. Mais on ne voit pas ça d'un œil différent
c'est elles qui entreprennent de manière un peu différente avec les contraintes qu'elles ont, etc. Mais moi, ce que je vois, c'est beaucoup plus un certain nombre de modèles. C'est marrant, mais après l'histoire d'Ilissime avec Tatiana et Lara, donc vous avez sûrement entendu parler d'Ilissime qui a été revendu à Living Social par la suite. On a vu un train de duo d'entrepreneuses arriver sur des innovations d'usage. Et bon, alors, dans nos esprits, c'est connoté, et c'est en ça que je pense qu'une fois qu'on a ces modèles-là, et on le voit dans tout ce qu'on fait, une fois qu'on a ces modèles-là, on se dit, moi aussi je peux le faire, pourquoi pas. On peut même être 2 femmes, on n'a pas forcément besoin d'un techos, surtout dans les innovations d'usage et versus les innovations techniques, donc voilà. Mais on n'investit pas différemment en fonction que ce soit une femme ou un homme. Il s'avère qu'il y a moins de femmes qui nous présentent des dossiers que des hommes, donc après les ratios sont c'est purement mathématique. Voilà, exactement. Alors là, on est plutôt en train de parler des inconvénients, enfin quoique, être une femme, ça doit aussi présenter un certain nombre d'avantages, d'être moins nombreuse. Ben oui, par exemple. On est peut-être aussi on se souvient plus de vous. Donc on est plus visible. Beaucoup plus visible. Il y a une discrimination. Oh non, je ne vais pas réutiliser ce terme-là pour ne pas repartir sur quelque... En tout cas, une différenciation, c'est plutôt ça que je voulais dire. Une différenciation avantageuse de ce point de vue-là. Forcément, depuis toujours, enfin, si on est seul parmi 10 mecs, oui, on va nous remarquer, enfin, par défaut, par nature. Non, mais comme ça, voilà, c'est un peu surprenant. Chez nous, on est souvent 3 quand on reçoit, enfin 2 ou 3 quand on reçoit des dossiers. Forcément, quand il y a 3 femmes en face de vous, c'est un peu perturbant. Et on a eu plusieurs fois la remarque, je pourrais avoir un café s'il vous plaît. Oui, tu peux avoir un café, je peux te le faire, il n'y a pas de problème. Je suis multitâche, mais je peux aussi m'asseoir avec toi et parler. C'est possible. Un grand classique. On revient à vos associations, peut-être les uns et les autres, pour que vous décriviez concrètement les activités que vous y conduisez. Ça m'intéresse aussi, peut-être parce qu'on pourrait éventuellement envisager des recrutements, que vous expliquiez vos objectifs et ce que vous faites concrètement dans ce cadre-là. Jean-François. Je vais commencer. On t'a passé le micro. Merci. Donc oui, les 8, donc, Women in Technology à Nantes. On s'est inspiré beaucoup, je ne sais pas qui connaît les Duchesses sur Paris, ici. Bon, pas beaucoup. Duchesses, en fait, c'est un groupe qui a été créé à Paris par des femmes qui ont un profil à la base plus technique développeur. Parce que tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu quand je parlais des 20% de femmes, mais du réel 5 à 10% de développeuses. Justement, Duchesse était plus pour ce profil-là. Sachant que Duchesse était créé autour d'un langage qui était Java. Nous, sur Nantes, on ne voulait pas avoir cette connotation Java. Donc du coup, on a cherché un autre nom, mais on s'est inspiré fortement de leur modèle, à savoir un peu le même que Samantha, c'est vouloir mettre en place des modèles. Et donc en fait, nos actions, elles sont diverses. On est très jeune, hein, on a vraiment besoin de se structurer encore. Mais on va mettre en place un site en fait, sur lequel on va publier des news technologiques, des news sur des événements où on est allé pour faire de l'activité, montrer que justement des femmes vont à des confs, font des confs, suivent des sujets technologiques, enfin, que voilà, il se passe des trucs et que c'est sympa d'être dans ce monde-là. Et après, donc ça c'est une des parties, donc la partie promotion. Et après, on attaque le problème aussi sur d'autres axes. Donc on a été sollicité déjà pour intervenir auprès du ISUIO, qui est un organisme d'orientation, pour parler auprès justement de filles qui hésitaient en termes de reconversion, qui étaient en lettres. Est-ce que je vais partir dans le numérique ou pas? Oui, tu peux tout à fait, il n'y a pas de souci. Et dernière action qui est, elle, justement sur le futur, qui est de se dire, bon, on va faire ce qui s'appelle un Devox for Kids. Donc c'est un événement qu'on a organisé avant-hier, là, déjà. Et j'étais content, c'était mieux que la dernière fois. On en a fait un en février, il n'y avait que 2 filles sur 20 garçons. Enfin, sur 20 personnes, 20 enfants. Et là, on en avait 4 sur 20. Donc déjà, c'est mieux, on progresse. 100% de progrès, c'est plutôt pas mal, ouais. Et donc voilà, c'est ça nos actions globalement. On n'est pas forcément par contre dans de la proactivité. On cherche pas à organiser pour organiser.
On n'est pas là pour ça. Les membres de l'association sont aussi bien des hommes que des femmes parce que, en tant qu'hommes, on a toute notre place et notre rôle à jouer dans. C'est quand même une singularité, puisque je crois même que cette initiative, c'est un homme qui l'a prise, non? Ou c'est un groupement? Non, c'est un groupement. En tout cas, c'est un réseau mixte, ce qui est peut-être un peu différent des deux réseaux dont on parle à côté. Et c'est important et c'est pour ça aussi que finalement c'est moi qui étais envoyé pour ce groupe. C'était pour montrer ça. Et donc, globalement, on est tous impliqués dans d'autres groupes. Je vous ai parlé du GDG. Une des personnes qui organise avec moi, elle fait partie d'un groupe d'agilité. Une autre personne dans le groupe est dans Alliance Libre. Voilà, on a tous déjà des multicasquettes. Et tes motivations, toi, dans la création de cette association? Ça date d'il y a 2-3 ans. Parce que je participais à une conférence où justement on parlait de la non-mixité des équipes de développement. Et puis, sur le coup, je n'étais pas encore sensibilisé à tous ces sujets-là. Et je me suis dit, c'est vrai, je ne travaille jamais avec des femmes développeuses. Au final, il y a peut-être un truc à travailler. Et puis, donc, du coup, j'ai rencontré les duchesses, j'ai discuté énormément avec elles. Et c'est à la suite de ça, après 1 an de réflexion, qu'on a vraiment créé les 8, quoi. Samantha, Girls in Tech. Alors Girls in Tech, c'est Girls in Tech Paris, c'est une filiale de l'asso américaine qui a été créée il y a quelques années à New York ou à SF, je crois, pour la première fois. Paris a été la première filiale non américaine à être créée il y a 4 ans. L'idée, c'est effectivement de mettre en avant les modèles qui existent déjà dans l'écosystème de l'économie numérique et l'entrepreneuriat numérique. Et nous, nos actions, on a un temps fort, c'est principalement de l'événementiel, puisque comme notre but, c'est de mettre en avant des modèles, il faut qu'elles soient visibles. Du coup, on fait de l'événementiel principalement. On a un temps fort dans l'année qui est la Lady Pitch Night, qui est un concours de pitch au féminin. Avec un jury composé d'hommes et de femmes et un jury et des startups sélectionnées, des startups européennes sélectionnées avec au moins une fondatrice dans l'équipe de management. Et sinon, on organise des événements à peu près tous les 2 mois sur des thématiques. Donc, dernièrement, on a fait un panel sur l'économie collaborative chez Au Bon Coin. On a fait un autre panel sur les adtech chez Criteo. Voilà, on organise des événements à peu près tous les 2 mois pour mettre en avant ces femmes-là. Ok. Donc Women at Nantes, comme je l'expliquais tout à l'heure, a démarré de manière un peu informelle il y a maintenant plus de 7 mois sur Nantes. L'objectif est de fédérer les femmes du numérique. Donc nous avons autant des entrepreneuses du numérique ou celles en devenir, mais également des expertes du sujet. L'un des axes forts, finalement, c'est de faire monter en compétences par le partage l'ensemble de ces entrepreneuses, de ces porteuses de projets, en faisant intervenir à la fois des acteurs externes pour des ateliers de sensibilisation, mais également des femmes pour les valoriser en tant que speakers. L'objectif est aussi de connecter avec tous les autres réseaux qui sont notamment dans l'entrepreneuriat et dans le numérique sur la place nantaise pour créer des ponts parce que par manque d'informations, certaines ne savent pas forcément par quel bout commencer. Donc l'objectif est vraiment de faciliter et puis de faire qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises créées par des femmes dans le numérique demain et aussi d'aller voir les étudiantes pour leur montrer que c'est possible. D'enlever tous les stéréotypes qu'on peut avoir dans le numérique. Voilà, qu'il y a des femmes qui peuvent être sur le sujet. Ok, dernière question pour Isabelle avant de passer le micro, si vous voulez, dans la salle. Le constat, c'est quoi? C'est qu'il y a une conspiration pour exclure des femmes, notamment des postes à responsabilité, ou c'est plutôt une absence de processus pour les intégrer? Non, je ne pense pas du tout à la conspiration, et ça c'est clair. Non, je crois qu'on n'ose pas assez, tout simplement. On se montre pas assez, on n'ose pas assez lever la main. Alors là, je fais un peu des généralités, parce qu'il y a des femmes qui osent et qui réussissent très très bien. Donc je partage le constat qu'il faut qu'on mette en lumière les réussites de façon un petit peu plus systématique, de façon à changer les représentations, changer les modèles, changer les exemples, et que plus de mains se lèvent et que ces réussites donnent envie en fait, à plus de mains de se lever, tout simplement. À propos de mains qui se lèvent, je vais vous inviter à faire la même chose si jamais vous avez une question, et je vais emprunter son micro à Samantha pour vous le passer. Y a-t-il une question dans la salle?
Alors moi j'en ai une avant que vous n'osiez vous jeter à l'eau. Est-ce que vous, et ça s'adresse pas, quoique, si ça s'adresse à vous quatre, est-ce que vous sentez une fibre féministe? Non, du tout. Non du tout. Samantha? Je vais l'énerver encore, je crois. Ça veut dire quoi? Bah, je sais pas, justement, c'est intéressant d'avoir C'est vous qui posez la question. C'est intéressant d'avoir une définition du féminisme. Mais pour vous, ça serait quoi? Moi, ce qui est sûr, c'est que j'irai pas sur la place de la République montrer mes seins pour crier au scandale. Voilà. Mais c'est à peu près ma définition du féminisme. Pour vous, c'est le militantisme un peu, d'accord. Violent, c'est ça le féminisme? Non, mais je me sens pas féministe en sens où à un moment, c'est les compétences qu'on met en avant et pas forcément le fait qu'on soit un homme ou une femme, encore une fois. Chez nous, je pense que j'ai été, comme Marie Eklund et comme Pauline Roux, qui sont donc les trois femmes chez Elaya, on n'a pas été embauchées parce qu'on est des femmes, on a été embauchées, je pense, parce qu'on est compétentes, je l'espère. Mais pour autant les uns et les autres, vous entreprenez des actions en faveur des femmes. C'est pas pour rien que je pose cette question, parce qu'on est sur de la sémantique. Donc c'est intéressant. C'est pour mettre en avant les modèles et créer des vocations et susciter des vocations. Voilà. C'est pas pour mettre en avant des modèles qui servent à rien. Il y a des femmes qui disent des choses inintéressantes, comme il y a des hommes qui disent des choses inintéressantes. L'idée, c'est de mettre en avant les expertes dans l'économie numérique pour susciter des vocations. Point. Il y a des hommes qui sont féministes aussi. Parce que si être féministe, c'est avoir une attention particulière pour qu'on puisse un jour dépasser ce sujet, et justement c'est un sujet qui nous gêne, on voit bien, c'est un sujet qui nous gêne dans les chiffres, dans les constats, c'est un sujet qui nous gêne dans les remèdes, parce qu'il ne se focalise pas sur ce qu'on souhaite l'essentiel, les compétences. Dans les clichés, mais on a peur d'être catalogué. Voilà, donc en ce sens, je ne sais pas dire si je suis féministe ou pas féministe, et j'ai l'impression qu'autour de moi, les gens sont un peu plus sensibles au sujet, qu'ils soient hommes ou femmes, et ça, je trouve ça bien. Oui. Alors je vais récupérer le micro de Samantha, pardon. Peut-on alors dire que les femmes, dans le numérique comme dans le reste des secteurs, sont moins au niveau de postes de dirigeants ou entrepreneuses parce qu'elles s'autocensurent à cause de ce que la société a pu ancrer en elles, c'est-à-dire on est moins capable que les hommes, ou alors est-ce que ce sont les hommes qui ont peur de cette nouvelle concurrence qui peut arriver et donc freinent inconsciemment ou consciemment la montée l'arrivée des femmes au pouvoir, finalement? C'est dur, vous êtes dur. La réponse pour moi, elle est double. Il y a oui, les hommes ont entre guillemets leur rôle à jouer, parce qu'on était dominants avant. Et du coup, c'est nous qui avons créé ces stéréotypes de jouets, de trucs qui font qu'on a cantonné les filles à des rôles de je vais jouer à la princesse, et puis le garçon, je vais être cosmonaute, je vais être chirurgien. Donc. C'est nous oui, parce que c'était entre guillemets, on a vachement joué notre rôle là-dessus. Par contre, aujourd'hui, non, je suis pas d'accord. Enfin, pour moi, c'est fini tout ça. Tout à l'heure, tu parlais des lave-linges. J'ai trouvé un lave-linge bleu, moi. J'en ai trouvé un. Et maintenant, quand tu regardes les catalogues à Noël, t'as le petit garçon qui joue à la poupée, la petite fille qui joue aux voitures. Ils ont vraiment changé cette image-là maintenant. Quand même une petite correction, les stéréotypes, toutes les études démontrent qu'ils sont portés et entretenus aussi bien par les hommes que par les femmes. Oui, c'est ce que je dis. Quand je dis la société, c'est vraiment homme ou femme, c'est d'une manière générale. Donc, est-ce que c'est ça qui a un impact sur le fait que les femmes osent moins ou, là, je suis étudiante en communication. Ce que je veux faire, je ne sais pas encore précisément, mais je pense avoir suffisamment d'ambition pour peut-être entreprendre ou à voir. Il ne faut pas hésiter. Non, mais la réponse est les deux, mon capitaine, certainement, qu'il y a un peu des deux. Maintenant, je pense quand même que la démonstration avec ce type de sujet est en train d'être faite, que les choses évoluent. Elles évoluent lentement, mais elles évoluent. Après, la mobilisation, et là, si vous permettez, c'est le côté un peu militant féministe qui parle, c'est pas l'animateur. C'est que si les choses doivent évoluer, il faut que tout le monde s'y mette, en particulier les hommes.
Sinon, on a calculé par exemple qu'il faudra attendre 2085, l'année 2085, pour qu'il y ait 50% de femmes à la tête des grandes entreprises françaises. Ça va prendre du temps. Donc allez-y. Une autre question ? Tout au fond là-bas. Bonjour, moi je voudrais réagir sur ce qui a été dit précédemment à propos du féminisme, parce que c'est vraiment un point clé pour moi. Bon, je fais partie du groupe des 8, on est plusieurs membres des 8 dans la salle, et c'est intéressant parce qu'on a eu ce débat en fait en interne. Quand on présente les 8, on s'est dit, on allait dire, pour ne pas faire peur aux gens, que nous ne sommes pas féministes. Or, comment dirais-je, le féminisme stricto sensu, c'est un courant d'idées philosophiques, sociétales, qui consiste à promouvoir l'égalité homme-femme. Ça ne va pas plus loin que ça. Et moi, le premier, je suis tombé dans ce panneau d'associer, je dirais, le féminisme au militantisme et quelque part à l'extrémisme, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça à la base. Et donc, suite à ce débat en interne qu'on a eu, aujourd'hui, on ne va pas jusqu'à revendiquer ce côté féministe, mais en tout cas, on l'assume. Et je pense que ça, c'est vraiment un point clé, dans le sens où ça traduit bien peut-être la timidité des femmes pour se lancer dans la création d'entreprises ou dans les technologies, en tout cas. Voilà, c'est simplement mon éclairage. Merci. Donc, ce n'est pas une question, c'est un point de vue. Quelqu'un d'autre lève le... Je pense qu'il y en a une là-bas. Alors, pardon, une au passage ? Oui. Oui, bonjour, merci. Juste une petite question. Vous qui voyez des femmes expertes dans le numérique évoluer, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'elles ont de plus pour réussir dans le numérique? Est-ce que vous leur trouvez des choses qui permettent d'avoir un peu plus de succès dans le numérique que les hommes, quoi? Samantha? Tu vois passer tes dossiers? Rien. Non, mais rien. C'est comme souvent, on nous a demandé c'est quoi la différence entre un investisseur une femme investisseur et un homme investisseur. Bah rien, mon capitaine. Rien. Non, on peut être aussi dur qu'un homme, si effectivement les stéréotypes c'est qu'un homme est dur. On peut être... je parlais pas de comparaison. Hein. Non, mais il n'y a pas de modèle féminin du numérique et de modèle masculin du numérique. Je pense qu'on est ce qu'on est. Et je pense que le débat commencera à être on changera un petit peu les modes de pensée quand on arrêtera de se poser la question de l'un ou l'autre, quoi. Ouais, alors c'était pas du tout la question. Pardon, excusez-moi, c'est pas du tout la question de l'un ou l'autre, mais on peut avoir aussi je pense que quand on est une femme, on peut avoir des sensibilités différentes que peut-être quand on est un homme dans certains domaines. Ça peut aider aussi à réussir ou non? Je finis sur l'investissement. Typiquement, on est 3 investisseuses. Marie Eklund qui a un passé très tech, elle a fait du développement, etc. Donc cette sensibilité d'investisseuse féminine, en tout cas dans l'investissement et dans son métier, il est égal à celui d'un homme parce qu'effectivement elle a ce background très tech et elle va investir dans les mêmes sociétés qu'un homme et elle aura cette même sensibilité-là. Alors peut-être que elle arrondit plus les angles que d'autres, mais je pense que ça fait partie d'elle et de ce qu'elle est. Plus que son côté féminin et sa sensibilité féminine. Voilà. Par contre, j'avais une question. Il n'y a pas des stats qui disent que pour le peu de femmes qui entreprennent, les taux de réussite des entreprises sont supérieurs à celles des hommes? Il me semble, alors savoir pourquoi dans le détail, je ne saurais pas. Après, il y en a qui disent qu'il y a un côté un peu plus perfectionniste de la femme qui entreprend quand elle... c'est peut-être lié à ça. Je ne les ai pas dans mon disque dur, là, mais je vous les ai donnés tout à l'heure sur les investisseuses, hein, les femmes qui sont dans les sociétés de capital risque, etc. Là, oui, il y a un taux de rentabilité supérieur. Après, sur la durabilité des entreprises, je n'en sais rien. Ce qu'on nous dit, ce qu'on constate chez nous, c'est plus la diversité en fait, qui est plus source de performance et d'adéquation, notamment au marché, qu'une femme, un homme, etc. C'est d'avoir une équipe diverse, toute origine, on a dit, tout type de profil aussi, d'études, tout genre. Voilà. Moi, je crois plus à la diversité de l'équipe. J'ai une formule qui m'a été donnée par un banquier. Si Lehman Brothers s'était appelé Lehman Sisters, on n'aurait probablement pas vécu la crise, parce que paraît-il,
la prise de risque un peu inconsidérée n'aurait pas été la même si c'est des femmes qui avaient été dirigeantes. Alors dans l'équipe, il faut aussi des hommes pour avoir aussi soi-disant cette prise de risque. Enfin, bref, oui, mais ce n'est pas un point de vue là, hein, je vous donne simplement une formule. D'accord. Il y avait une question, monsieur, on vous l'a quizé. Non, squeezé, pas quizé. Non, elle vous a échappé? Si, on va attendre que le micro vous arrive, parce que comme on est enregistré... Merci beaucoup. Mais depuis, on m'a volé ma question. Je voulais dire d'abord que je rejoins le monsieur de tout à l'heure. Féministe, ce n'est pas un gros mot. Et on peut être féministe comme on est humaniste. Et l'égalité, ça ne veut pas dire nier la différence. Et c'était un peu ma question, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des qualités féminines, sans tomber dans le stéréotype, en tout cas des qualités généralement attribuées aux femmes, sans qu'elles en aient l'exclusivité, qui les rendent plus en appétence avec l'entrepreneuriat, qui peut-être favorise une certaine forme de réussite. Est-ce qu'il y a des qualités attribuées généralement aux femmes qui sont utiles dans l'entrepreneuriat? C'est une question pour Samantha, bien sûr. Oui, je me doute. Merci Patrick. Bon, alors je vais rentrer dans les stéréotypes pour te faire plaisir. Alors je vais plus investir dans l'humain, alors qu'un homme va investir dans le produit et la technologie. On va peut-être plus se soucier de l'humain qu'un homme. C'est un stéréotype, mais il s'avère que chez nous, c'est à peu près le cas. Voilà. Une manière lapidaire de répondre à la question, mais c'est une image très, très, très claire. Ok, peut-être est-il le temps de terminer, mais je vois qu'il y a une autre question, donc on va vous laisser le temps de la poser, si vous voulez bien. Et ce sera la dernière question. Bonjour, je suis étudiante en informatique et j'ai toujours été entourée d'hommes. Je le vis tous les jours, c'est pas toujours facile. Mais je me demande si le fait de faire de la discrimination positive, c'est pas plutôt, au lieu d'une occasion, une barrière pour nous. Parce que du coup, j'ai l'impression que, enfin moi c'est ce qu'on m'a dit, je trouverai plus facilement du travail parce que je suis une femme, donc on me recrutera. Et on me recrutera pas sur mes compétences. Et en tant que femme, c'est dur de s'entendre dire ça, je trouve. Alors, qui vous a dit ça? D'autres femmes, ouais. Des hommes, des entrepreneurs. Parce que c'est vrai, ils ont envie d'avoir des femmes, et ce que je peux comprendre. Mais est-ce que pour nous, du coup, on ne va pas se sentir mal à l'aise en se disant on n'a pas notre place ici, on a été pris parce qu'on est une femme et pas parce qu'on a des compétences? Alors, je vais répondre en vous posant une question, si vous voulez bien. Est-ce que vous pensez qu'un recruteur choisira d'investir, de mettre de l'argent sur quelqu'un qui ne serait pas compétent? Non. Non. Mais donc rassurez-vous, je pense que le risque, il est égal à peu près à 0. Foncez, j'ai envie de dire. Prenez, avancez, et puis vous serez promu si vous avez les compétences aussi. Il faut pas, c'est pas une entreprise n'est pas philanthropique, n'a pas un objectif que philanthropique, malheureusement. Vous avez tendance à dire que vous prenez plus de femmes que d'hommes? Oui, qu'il faut on pratique concrètement la discrimination positive pour inverser les chiffres. Mais on ne va pas les prendre. Il faut que la compétence soit là. Il est hors de question qu'un projet soit retardé, qu'une équipe ne soit pas compétente, etc. Enfin, il y a les impératifs. On reste une activité économique avant tout. C'est juste à compétence égale. Si la compétence est vraiment égale, on prendra une femme pour progressivement réussir à avoir des équipes plus mixtes et avec une meilleure égalité qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais à compétence égale. C'est pareil pour les différences de rémunération. Et ça fait débat dans l'entreprise. Hein. Il y a 27% d'écart à compétence égale, à poste égal, à mission et responsabilité égale entre un homme et une femme. Dans notre entreprise, donc, il a fallu attendre qu'il y ait une enveloppe dédiée. Il y a une enveloppe des augmentations qui est prise sur les augmentations et qui est dédiée à la résorption des inégalités salariales. Mais vraiment n'en bénéficient que les femmes qui ont performé, surperformé dans l'année et pour lesquelles la différence salariale est flagrante, alors que les missions sont les mêmes. C'est tout. Donc il faut vraiment que la performance soit là. Elles sont 27% payées moins cher. C'est quand même un minimum qu'elles bénéficient de quelques augmentations pour, dans 10 ans, non je plaisante, mais dans de longues années,
réussir à ce qu'on soit à l'égalité. Je rebondis juste et on finira là-dessus. Ta réflexion sur le fait que comme tu es une femme, mais en même temps c'est pareil aujourd'hui, moi je suis développeur, aujourd'hui j'entends énormément parler de la montée en puissance des développeurs. C'est le même sentiment. Est-ce que ça veut dire que parce qu'aujourd'hui on a besoin de développeurs, forcément tous les gens qui sont là sont incompétents? Je pense pas. Voilà, c'est à méditer. Alors, on va continuer le débat au bistrot parce qu'on est obligé d'arrêter. Je termine juste par une image. N'ayez pas peur d'arriver en finale et peut-être de passer une fois de temps en temps devant un homme. Ça sera pour toutes les femmes qu'on n'aura pas prises, en particulier parce qu'elles sont jeunes et qu'on craindra qu'elles aient des enfants. Et donc, elles interrompent leur carrière. Donc, c'est un juste retour des choses. Il n'y a pas beaucoup de problèmes non plus là-dessus. Merci. Je suis un animateur qui a un peu pris position, mais après tout, on est entre nous. À bientôt. Au revoir.